C'est que tout dirigeant de l'opposition qui n'adhérerait pas à sa formation serait considéré comme un allié objectif de Mobutu. Congo-Kinshasa, avant de brûler l'actuel drapeau zaïrois après l'arrivée des forces de l'ordre et l'évacuation dans le calme. Les responsables de l'ambassade ont à nouveau fait flotter au balcon le drapeau zaïrois, témoignage de fidélité. Il a le sourire et la décontraction des vainqueurs, Laurent Désiré Kabila. Le chef des rebelles zaïrois a tenu aujourd'hui sa première réunion publique dans le stade de Kisangani, la deuxième ville du pays, tombée entre ses mains il y a 8 jours. À en croire ces images, Kabila et ses hommes sont populaires, accueillis en sauveur par un peuple qui n'en peut plus de Mobutu. Kabila sûr de lui, qui refuse toujours tout compromis. Il n'y aura pas de cessez-le-feu avant les négociations. C'est comme ça. En plein discours, arrivée de Mohamed Sanoun, l'émissaire des Nations Unies chargé de trouver une solution au conflit. Il aura fort à faire. Kabila, rayonnant, assure que ses troupes continuent de progresser. Lumumbashi, la capitale de la riche province minière du Chaba, serait sur le point de tomber, livrée au pillage de l'armée régulière, un signe qui en général ne trompe pas. Coup de force des partisans du chef de la rébellion zaïroise, Laurent Désiré Kabila, à l'ambassade du Zaïre ce matin. Une cinquantaine d'opposants au maréchal Mobutu ont déchiré le drapeau, occupé les locaux de la chancellerie 3 heures durant. Leur façon de célébrer à Paris l'avancée des troupes du chef des rebelles au Zaïre. Ce territoire est notre territoire et nous voulons les libérer à France, comme nous sommes libérés d'autres territoires aux mains du régime de M. Mobutu. C'est De Gaulle qui a dit quand un peuple se bat, c'est qu'il y a droit et qu'on n'a jamais libéré un peuple, c'est le peuple qui se libère. Les militants pour la libération du Congo-Kinshasa arboraient leur drapeau en signe d'opposition au symbole mobutiste. Ils n'ont pas fait l'unanimité. Comment ça peut se faire? Pour accéder à la démocratie ou à la liberté d'expression, il faut utiliser des armes. Une confrontation dans la rue qui illustre bien la difficulté du dialogue entre Zaïrois. En attendant de Kinshasa des décisions du président Mobutu, les diplomates gardent le profil bas. Nous demandons à ce qu'il y ait que nous venons de recevoir un groupe de journalistes, de photographes et de caméramens à sa résidence du camp militaire Tchatchi, juste avant de s'entretenir avec le vice-président sud-africain Thabo Mbeki. Du côté rebelle, Laurent Désiré Kabila est à Kisangani depuis hier. Il annonce de nouvelles progressions de ses troupes vers le sud et vers l'ouest du pays. À Lubumbashi, la capitale du Chaba, une certaine tension aussi depuis hier. Des barrages ont été dressés en ville par la division spéciale présidentielle, mais on ne sait pas si elle a l'intention de s'opposer à la prise de Lubumbashi par les rebelles. Le point avec Yves Tirant. Départ d'une trentaine de soldats américains cette nuit sur la base italienne d'Aviano. Un premier contingent qui devrait être suivi de plusieurs autres ce dimanche encore. Leur mission, préparer une éventuelle évacuation des 500 Américains qui vivent au Zaïre. Mission strictement défensive et préventive, insiste le Pentagone, mais un signal clair aussi aux belligérants que Washington suit les choses de très près. Sur le terrain, Laurent Désiré Kabila, le poulain de la Maison-Blanche, continue à progresser. On en sait un peu plus sur ses intentions futures, des élections à terme, mais d'abord un gouvernement entièrement composé par lui, sans l'actuelle opposition, discrédité à ses yeux par 20 ans de compromis avec le maréchal Mobutu. Comment les partisans nombreux d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa réagiront-ils à ce refus? L'enthousiasme pour le libérateur Kabila pourrait en pâtir, un maigre soulagement peut-être pour le président Mobutu, théoriquement à l'abri derrière les grilles du camp de Chicha, mais toujours invisible depuis son retour avant-hier. À Kinshasa, justement, depuis ce matin, nous avons un envoyé spécial, c'est Philippe Lamère, et nous allons lui demander sans attendre quelle est l'ambiance, quelle est l'atmosphère en ville aujourd'hui. Ce dimanche est un dimanche tout à fait normal à Kinshasa, le calme règne partout, les gens vaquent à leurs occupations, ils vont soit à la messe, soit dire bonjour dans leur famille. C'est un calme qui tranche avec l'effervescence qui régnait ce matin à l'aéroport. En effet, les écoles belges et françaises sont fermées et les vacances de Pâques ont été avancées d'une semaine, d'où beaucoup d'Européens rentrent plus tôt que prévu en Europe et tous les vols vers l'Europe sont overbookés. Et beaucoup de Zaïrois voudraient également quitter leur pays et eux essayent de partir vers d'autres destinations, principalement Johannesburg. Quant au président Mobutu, jusqu'à présent personne ne l'a vu et personne ne l'a entendu, mais cet après-midi, il devrait rencontrer le vice-président sud-africain et la presse est conviée à faire quelques photos. Alors peut-être que pour ce soir, nous aurons une image et quelques mots du président Mobutu.
Vous venez de l'entendre au moment même où Philippe Lamère nous envoyait ce message. Le président Mobutu recevait en effet la presse et les caméramans au camp militaire Tchatchi. Nous retrouverons bien sûr un reportage complet de Philippe Lamère ce soir dans notre journal de 19h30. Cela dit, cette nouvelle crise, cette fin de règne, ce changement de régime qui s'annonce peut-être au Zaïre, c'était aussi le thème de mise au point ce midi sur la Une. Un mise au point animé par Frédéric François, sans doute un des journalistes belges qui connaît le mieux le Zaïre, avec Éric de Reyck, ministre des Affaires étrangères. Sabine Brelet a suivi le débat pour nous. Mais je ne crois pas, M. François, que c'est encore à la Belgique de monter en première ligne pour préparer des discussions. Là n'est plus notre tâche. D'ailleurs, de même pour la France et que pour les États-Unis. Pour la première fois dans l'histoire africaine où on a un mandat explicite dans le nom d'une personne, M. Chanoun, je crois qu'il faut en rester là. Même la plus petite divergence dans le gouvernement belge fait que les Africains restent immobiles. Il faut éviter ça pour le futur. Faut-il attendre que Kabila arrive à Kinshasa? Les partis de l'opposition, l'UDPS et autres, devraient, avec d'autres organisations, accélérer la chute de Mobutu. Accélérer la chute au lieu d'attendre que Kabila arrive. Partout, à Lubumbashi, ailleurs, il ne faut pas attendre que Kabila arrive. Il faut accélérer, il faut que l'insurrection populaire gagne toutes les grandes villes pour accélérer la chute de Mobutu. Est-ce que vous allez lancer un mouvement à Kinshasa pour accélérer la chute du régime? Oui. Écoutez, tout en maintenant l'espoir de pacification que ce mouvement peut apporter, eh bien, les politiciens à Kinshasa doivent contribuer cette fois-ci d'une façon décisive pour que nous puissions vraiment demain nous asseoir autour de la table pour reconstruire le Zaïre. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Voilà tout pour le Zaïre ce matin. Monsieur Mbeki, il est apparu, vous allez le voir, dans son costume traditionnel, coiffé de sa toque traditionnelle, avec sa canne de chef à la main. Je vous propose d'entendre sa déclaration. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt à négocier avec les forces opposées? Madame, voilà. Je m'appelle Mobutu. Je suis rentré, pas pour m'occuper des intérêts de Mobutu, ni de la fortune de Mobutu, comme vous l'écrivez de temps en temps, mais des intérêts supérieurs du Zaïre, c'est-à-dire notre unité, notre intégrité territoriale. Voilà. Merci beaucoup. Président, s'il vous plaît. Vous entendez faire des concessions, Président? Mr. President, how do you feel? Comment vous sentez-vous? Comment vous me voyez, madame? Bonsoir à tous. Vous venez de voir l'image du jour. Le président Mobutu, rentré au Zaïre, a tenu à rassurer tous ceux qui craignaient le pire pour sa santé. Il a montré aujourd'hui à la presse qu'il était bel et bien vivant. Nous y reviendrons bien sûr d'ici quelques minutes dans ce journal. Mais l'affaire du jour a reçu ce midi un groupe de journalistes pour leur annoncer sa volonté de faire respecter l'intégrité territoriale du Zaïre. En clair, anéantir la rébellion de Laurent Désiré Kabila, qui contrôle cependant déjà tout l'est du pays. Grégory Willock. Je m'appelle Mobutu. Je suis rentré, pas pour m'occuper des intérêts de Mobutu, ni de la fortune de Mobutu, comme vous l'écrivez de temps en temps, mais des intérêts supérieurs du Zaïre, c'est-à-dire notre unité, notre intégrité territoriale. Voilà. La première apparition crédible du chef de l'État zaïrois, c'était tout à l'heure, peu avant 13h. Après plusieurs jours de suspense et d'interrogation, le président est donc apparu, fatigué, amaigri, mais vaillant. Le maréchal Mobutu a parlé, debout, discrètement soutenu. Un maréchal retranché depuis son retour au Zaïre, c'était vendredi, dans sa résidence du camp militaire de Tchatchi. À l'issue de ce bref entretien avec la presse, le chef de l'État a rencontré le vice-président sud-africain Thabo Mbeki. Une réunion de travail qui semble vouloir montrer que le maréchal compte bien reprendre le pays en main. Sur sa présence à Lomé au sommet africain mardi, le président n'a pas encore fait part de sa décision. Mais aujourd'hui, l'important, c'était surtout cette apparition publique, une apparition qui a le mérite de lever le voile sur l'état de santé du président. Seule question,
Pourquoi n'a-t-elle pas eu lieu plus tôt? Voilà, merci beaucoup. La sécurité des ressortissants belges au Zaïre. Ce bataillon sera précédé d'un groupe de reconnaissance qui part ce soir pour Brazzaville. Chantal Monet. L'opération est en fait lancée depuis hier 16 h. 550 militaires belges y participent. Nom de code, Green Stream. Green Stream, ça vient d'où? Je n'ai aucune idée, mais bon, stream ça veut dire fleuve. Donc je suppose que ça a à voir avec le fleuve qui se trouve entre Brazzaville et Kinshasa. L'objectif de cette opération, préparer une éventuelle évacuation des ressortissants belges du Zaïre. Les militaires seront basés à Brazzaville au Congo. Pour l'instant, il n'est pas question de traverser le fleuve et d'entrer au Zaïre, à l'exception d'une dizaine d'hommes qui protégeront l'ambassade de Belgique. Les militaires seront donc à Brazzaville pour accueillir ceux qui, d'initiative, quitteront le Zaïre, en espérant que les ressortissants s'en aillent avant que la situation ne se dégrade. Si la situation se dégrade, vous n'excluez pas de devoir entrer sur le territoire zaïrois? Ce n'est pas exclu, en effet. Combien de temps pourrait durer l'opération? Je n'en ai aucune idée dans le stade actuel, mais on peut voir ça à peu près 1 mois. Alors le coût de cette opération? Pour une opération qui durerait 1 mois, on peut compter à peu près 1 milliard. Les 550 paras proviennent de Diest, Everley, Thielen et Flawin. Une trentaine d'hommes partent ce soir, les autres les rejoindront demain. Pour ce qui est du matériel, il y aura 8 C-130, 2 Boeing, 19 Jeeps, 6 motos, de l'armement léger, pour l'instant pas de blindés. Coordination entre les Français, les Américains et les Belges, mais les Belges restent sous commandement belge. Sur les 7000 étrangers qui vivent au Zaïre, il y a environ 3000 Belges. À leur arrivée à Brazzaville, les para-belges rejoindront les Américains et les quelques 300 militaires français qui s'y trouvent déjà dans le cadre de l'opération Pélican pour préparer une éventuelle évacuation des ressortissants étrangers du Zaïre. Nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Alain Snerzik et Eric Silence, ont rencontré aujourd'hui ces militaires français. 300 para-français sont arrivés à Brazzaville ces dernières heures. Ils se sont installés à l'aéroclub de la capitale congolaise, ainsi que dans des bâtiments désaffectés du centre-ville. Ces hommes appartiennent au 8e régiment parachutiste de l'armée française. Ce sont des spécialistes des opérations difficiles. Il y a 6 mois encore, ils étaient à Sarajevo. En 1994, ils participaient à l'opération Turquoise au Rwanda. Leur mission, cette fois, est de préparer une éventuelle évacuation des ressortissants étrangers vivant à Kinshasa. L'opération française en cours a été baptisée Pélican. Par mesure de précaution, et comme d'autres pays, la France a déployé à Brazzaville les éléments nécessaires à une éventuelle évacuation des ressortissants français ou étrangers de Kinshasa. Ces éléments sont de l'ordre de 300 hommes environ. Ils viennent du sud-ouest de la France et ils appartiennent au 8e régiment d'infanterie parachutiste de marine de Castres. Ces éléments seraient renforcés si la situation empirait, ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment. Et cette hypothèse n'est même pas envisagée. 300 Américains vont rejoindre ces militaires français et bien sûr les para-belges qui seront près de 600. Tout le dispositif devrait être opérationnel très rapidement, dès demain peut-être. Les autorités congolaises ont en effet immédiatement donné leur feu vert à l'opération. Bon, comme vous savez, depuis 1960, il y a eu à peu près 9 évacuations à partir de Kinshasa à Brazzaville, où le peuple congolais, où le gouvernement congolais a démontré une hospitalité exemplaire. Et donc, dans les contacts que j'ai eus récemment à ce sujet, j'ai constaté une coopération vraiment très étroite et vis-à-vis de nos compatriotes, il y a une sympathie vraiment très prononcée. 300 para-français, 300 Américains, bientôt près de 600 Belges. C'est donc une opération internationale assez importante qui débute ici au Congo. Pour l'heure, les principaux soucis des militaires sont d'ordre logistique. Le pays vit en effet une pénurie de carburant. On trouve pratiquement plus d'une goutte d'essence à Brazzaville, ce qui risque de compliquer les déplacements. Mais à la veille de l'arrivée des premiers militaires belges, le climat est tout à fait serein ici au Congo. J'espère que vous pardonnerez quelques problèmes de son au cours de ce reportage. Le ministre belge des Affaires étrangères, Éric de Reyck, a commenté aujourd'hui l'envoi des para-belges et la situation actuelle au Zaïre. Chantal Monet lui a demandé s'il n'était pas temps de discuter avec les rebelles de Laurent-Désiré Kabila. Les Zaïrois semblent avoir choisi Kabila. Est-ce que du coup, c'est pas une raison pour vous de discuter avec Kabila? Écoutez, il faut voir si les Zaïrois ont choisi Kabila. Je crois que, et ça c'est très vrai, que les Zaïrois ont choisi pour le changement.
Donc des élections? Ben, écoutez, oui, des élections, parce que telle est la volonté explicite de la population zaïroise. Donc il faut maintenant, je crois, essayer d'observer et avoir du respect pour ce que les Zaïrois veulent. Après 35 ans, il est grand temps qu'on essaye d'écouter les Africains et qu'on a un tout petit peu de retenue. Je crois que la période où la Belgique et d'autres pouvaient jouer... En complet ira les rejoindre. Pour l'instant, pas question pour eux d'aller plus loin que la capitale du Congo, Brazzaville, et leur mission resterait purement humanitaire. Les derniers détails connus de l'opération Green Stream avec Sabine Brelet. C'est de la caserne de Dist que partira demain le plus gros des troupes en direction de Brazzaville. Une unité bilingue renforcée par des paras de Thielen et un peloton de Flawin. Au total, 550 hommes participent à l'opération Green Stream. Une avant-garde d'une trentaine de militaires quitte la Belgique ce soir. Combien de temps va durer cette opération? Dans le stade actuel, on ne peut pas dire, mais on peut compter à peu près sur un mois. Mais tout cela dépend de l'évolution de la situation à Kinshasa, naturellement. Comme ce fut le cas notamment en 93, les paras seront là pour évacuer les expatriés candidats au départ. Ceux-ci seront d'abord aidés à Kinshasa par l'ambassade de Belgique, mais ils devront se rendre à Brazzaville par leurs propres moyens, car il n'est pas question actuellement pour les militaires belges de fouler le sol zaïrois. Partiront vraiment ceux qui le souhaitent? Absolument, oui. On ne peut pas obliger les gens à partir. Dans le passé, on a déjà vu plusieurs évacuations. Et les gens ont la possibilité d'être évacués par des troupes belges ou autres, par des Français ou des Américains dans ce cas-ci. Et si la situation venait à se détériorer? Bon, les mesures seront prises. S'il y a une escalade dans la situation, il y aura une escalade dans les opérations également, naturellement. 8 avions C-130 et 2 Boeing de la force aérienne sont engagés dans l'opération. Les premiers retours vers la Belgique pourraient intervenir mardi ou mercredi. À Kinshasa, le président Mobutu a finalement réapparu en fin de matinée. Il devait s'entretenir au camp militaire de Tchatchi avec le vice-président sud-africain venu discuter des termes d'un éventuel cessez-le-feu avec les rebelles. Mais le président Mobutu a répondu aussi à quelques questions des journalistes qui cherchaient désespérément à le voir depuis 2 jours. À Kinshasa, le reportage de notre envoyé spécial Philippe Lamère. C'est dans une confusion indescriptible que notre caméraman, Michel Rouzeret, a pu filmer ces images du président Mobutu. Les premières depuis son retour au Zaïre vendredi dernier. Prétexte à cette rencontre avec la presse, la venue du vice-président sud-africain, M. Mbeki. Une visite qui a surtout permis au président Mobutu de montrer à ses adversaires qu'il est toujours debout. Je m'appelle Mobutu. Je suis rentré, pas pour m'occuper des intérêts de Mobutu, ni de la fortune de Mobutu, comme vous l'écrivez de temps en temps, mais des intérêts supérieurs du Zaïre, c'est-à-dire notre unité, notre intégrité territoriale. Monsieur le Président, quel rôle pouvez-vous jouer dans la réconciliation nationale aujourd'hui? Quel rôle entendez-vous Vous allez jouer dans le la savoir dans les 48 heures qui viennent, madame. Dans 48 heures, il va avoir... Dans les 48 heures qui viennent, vous le saurez. Est-ce que vous irez à Lomé, Monsieur le Président? Je suis en train de l'examiner. Le contact avec les journalistes n'aura pas duré plus de 5 minutes. Assez pour démontrer que l'état de santé du président n'est apparemment pas aussi grave que certains ne le disent. Quant à l'avenir politique du Zaïre, M. Mobutu laisse toujours planer le suspense. Que va-t-il proposer dans 2 jours? Mystère. Mais la présence du Premier ministre Kengo lors de l'entrevue avec l'émissaire du président Mandela prouve que M. Kengo n'est pas en disgrâce. M. Mbeki n'est pas resté très longtemps. Il s'est contenté de remettre au président Mobutu une lettre du président sud-africain avant de s'engouffrer dans sa limousine et de traverser les artères désertes de Kinshasa pour rejoindre son hôtel. En cette fin d'après-midi, la ville de Kinshasa reste calme, comme noyée dans une torpeur dominicale. Faussement indifférente aux joutes politiques qui s'y préparent, la ville de Kinshasa retient son souffle. Ses habitants attendent pour dans les 48 heures le discours de celui qui les dirigea pendant 30 ans et qui aujourd'hui, bien que miné par la maladie, compte mener à bien son dernier combat.
Du côté de la rébellion, Laurent Désiré Kabila a déplacé son quartier général de Goma vers Kisangani, la dernière ville importante conquise par ses troupes. Il ne veut pas être président, dit-il, mais il ne veut pas non plus d'un gouvernement de coalition, ni même d'autres partis politiques que ceux qui constituent l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo qu'il dirige. Yves Tyran. Arrivé à Brazzaville d'un premier groupe de militaires américains, une trentaine de GI, chargés de veiller sur le sort des 500 Américains présents au Zaïre. Un ordre de mission a priori strictement préventif, mais qui prend bien soin de n'exclure aucune hypothèse. Pour le moment, nous ne sommes qu'une force d'évaluation et de planning. Évidemment, différentes options s'offriront à nous en fonction de ce qui nous sera demandé, si quelque chose nous est demandé. La présence de ces militaires indique aussi clairement aux belligérants que Washington suit les choses de près. La Maison-Blanche verrait, dit-on, d'un œil très favorable l'avancée des rebelles. Les troupes de Laurent Kabila sont attendues d'un jour à l'autre à Lubumbashi et à Mbuji-Mayi. Kabila a interdit les partis politiques dans les zones qu'il contrôle et à Kisangani, il a fait élire à main levée une nouvelle administration. Il annonce des élections, mais d'abord un gouvernement entièrement composé par lui, sans l'actuelle opposition, discréditée à ses yeux par 20 ans de compromis avec Mobutu. Comment les partisans d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa réagiront-ils à ce refus? L'enthousiasme pour le libérateur Kabila pourrait en pâtir, un maigre atout peut-être pour le président Mobutu, même si on voit mal comment il pourrait en tirer parti. Monsieur, bienvenue à l'hebdo. Vous le savez, le président Mobutu est rentré au pays dans un Zaïre en pleine ébullition. On ne sait pas encore si Laurent Kabila sera l'homme de l'avenir, mais aujourd'hui, il est incontournable, comme on dit, et l'avancée des rebelles au Zaïre a redonné espoir à une population qui attend de changer de vie. C'est en tout cas ce qu'Elisabeth Burdeau a constaté en se rendant sur place. Elle s'est rendue à Goma, qui est devenu le fief de la rébellion. Les habitants de Goma et de cette région espèrent donc une vie meilleure grâce à Kabila. Mais il se pose aussi beaucoup de questions sur cet homme, et en particulier sur son degré de soumission au régime du Rwanda et de l'Ouganda. Et cette question est d'autant plus sensible à Goma qu'on y est proche des frontières. Voici Chronique du Congo Nouveau, un reportage d'Elisabeth Burdeau. Goma, la grande ville du Nord Kivu, est devenue la capitale provisoire de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre. Il y a quelques mois à peine, personne n'imaginait que les forces de l'Alliance allaient voler aussi vite de victoire en victoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les détails à présent. Les taux se resserrent autour de Kisangani, ville stratégique sur le plan militaire et politique. L'AFDL affirme que ses troupes se trouvent à une dizaine de kilomètres de cette ville, que la population continue à abandonner suite aux actes de barbarie et de banditisme posés par les bandes armées de Mobutu qui pillent, violent et tuent les paisibles citoyens. Mesdames et messieurs, la radio locale de Goma s'appelait Radio Star. Elle vient d'être rebaptisée La Voix du Peuple. Et le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo. Un retour aux sources pour l'avenir meilleur auquel aspirent les Zaïrois après plus de 30 ans d'un pouvoir en train de s'écrouler. Tout ce qu'on peut dire de ça, c'est un mensonge. Mobutu nous a trompés. Il a trompé tout le monde, toute l'humanité. Que Zaïre venait du monde sage. Or Zaïre, maintenant, c'est un ouvrage de François-Marie Arouet, dit Voltaire. Voltaire, un écrivain français. Permettez pour ne pas aller du midi à 14h. C'est ça. Moi, je suis content. Et comme Kabila vient de changer le mot Zaïre en Congo, les autres, toutes ces histoires de Mobutu. Non, il est vrai, allons-y. Il est vrai que même Congo, il faut une explication à ce moment-là. Ils doivent aussi nous donner une base nous prouver que on abandonne le Zaïre, on va au Congo sur base de ceci et de cela, parce que Congo signifie ceci. Alors, permettez, nous étions... Maintenant, c'est à cette année-ci que nous venons d'entrer dans l'indépendance.
Les 1960, là, on vient d'oublier ça. C'est Kabila maintenant qui vient, hein, nous sommes maintenant indépendants. Malgré cette crise que nous menons aujourd'hui, nous espérons que bientôt ça ira, maman. Vous comprenez? La ville est tombée aux mains de l'Alliance au début de novembre 1996. Elle a gardé peu de traces des combats et a retrouvé un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Ses habitants savent faire, ils réparent, construisent et mettent ainsi leur ville aux couleurs du nouveau régime. Les soldats du président Mobutu qui terrifiaient les habitants ne sont plus qu'un mauvais souvenir. L'ordre règne à Goma, où le Congo nouveau prend ses quartiers. L'Alliance a conquis le tiers du Zaïre à la vitesse de l'éclair, mais il lui reste à s'attacher solidement les cœurs et les esprits. Sur ce terrain, son président, Laurent Désiré Kabila, remporte un succès évident. Celui qui espère être bientôt appelé président de tout le pays est attendu ce 13 mars pour la présentation de son livre. Mais on refuse du monde. On a besoin de suivre aussi les meetings. Il faut leur dire que depuis que Kabila est arrivé, la population de Goma a besoin de lui. On voudrait le connaître, le voir, voir comment il peut défendre la couleur du pays. Alors, lorsque nous restons très longtemps dehors, comme ça, nous ne sommes pas contents. Hein? Mais vous le voyez souvent, non? Non, jamais vu, jamais. En passant seulement, en cours de route. Nous avons besoin de les voir de près pour qu'on les connaisse. Pourquoi vous croyez alors il se cache? Il a peur? Non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Seulement qu'il est trop occupé. Oui. Nous regrettons comment on a invité tout le monde à la radio alors qu'on ne peut pas faire entrer le monde. On a invité toute la population de Goma. Et pourquoi c'est si important pour vous de le voir? Mais c'est énormément important. Oui, il est très important parce qu'on doit connaître le libérateur. Nous autres, nous avons longtemps souffert. On a besoin de connaître celui-là qui vient nous libérer. Excellences, Messieurs les commissaires généraux et chers collègues, Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un privilège de procéder à la présentation officielle à la face de notre peuple libéré et du monde, les premiers livres écrits par le président de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. À l'intérieur, c'est la déception car le président n'est pas venu et c'est un ministre de l'Alliance qui a présenté le livre à sa place. Au premier rang, on reconnaissait des opposants revenus d'exil se mettre au service du nouveau pouvoir. Laurent Désiré Kabila est depuis 1964 le leader du PRP, le Parti de la Révolution populaire, l'un des 4 partis qui composent l'Alliance. Son petit livre vert, qui doit aider à le faire connaître, va être mis en vente au prix exorbitant de $10, effort de guerre oblige. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'argent. Hein. Il n'y a pas d'argent, nous sommes en train de traverser une période de crise. Alors, ce n'est pas facile de tomber sur $10. Parce que même on mange difficilement, mais malgré cela, nous sommes consacrés pour pouvoir soutenir l'action sur le plan militaire et voire même sur tout le plan, en fait. Vous allez l'acheter, vous? Si, moi, je vais l'acheter. Oui. Nous allons l'acheter non seulement pour soutenir l'effort de guerre, mais aussi et surtout pour question de curiosité scientifique. Bon, parmi nous, il y a beaucoup de scientifiques et c'est pour cette raison-là que nous devons l'acheter parce que Mobutu lui aussi avait publié un livre. Alors nous allons comparer les deux idées pour question de...
L'Alliance ne fait pas mystère de sa volonté de changer de fond en comble des mentalités déformées par 3 décennies de moboutisme. Dans ce but, le commissariat à l'information et à la propagande organise des séminaires idéologiques et politiques. Les cours permettent d'obtenir un certificat, en fait, un passeport pour l'avenir. Oui, qu'est-ce que c'est le séminaire? Le séminaire, c'est-à-dire il y a la formation idéologique, bon, donner la vision de l'Alliance, la vision du travail qu'on doit faire, la vision de la libération de tous les pays. C'est ça, donc, on croit que ça sera le contenu, c'est ce qui sera comme contenu du séminaire. Et vous êtes venu surtout pourquoi? Vous êtes venu librement ou vous pensez qu'il fallait venir? Non, non, on vient librement. Nous sommes venus librement, c'est-à-dire on sent que la libération n'est pas pour un groupe de gens seulement, c'est pour tout le monde. Il y a répartition inégale du revenu national. Il y a un caste, un petit groupe là, de 300 personnes sur 41 millions d'habitants, qui s'accapare du revenu national. Les produits est bouffé par une très infime minorité, les castes de M. Mobutu. Alors les restes, nous couchons dans la misère. Celui qui nous explique ainsi son espoir de changement s'appelle Lambert Sadiki et est inspecteur des impôts. Les fonctionnaires ne sont toujours pas payés, mais ils sont presque tous restés à leur poste. En compagnie du directeur financier d'un hôtel qui a été gravement endommagé par les combats, Laurent Sadiki prend note des dégâts que l'hôtel a subis. Vidé par les tirs croisés entre l'armée zaïroise fouillante et l'armée de libération entrant. Alors on ne sait pas, comme du personnel était sur place, on ne peut pas évaluer exactement qui a pu causer les dégâts. Et plus tard, ils comprendront... L'Alliance, qui entend tourner le dos aux habitudes de corruption, s'emploie à faire entrer de l'argent dans les caisses d'un État ruiné par 32 ans de laisser-aller. Je crois que ce laisser-aller là, ce laisser-aller nous conduisait à ce qu'on appelait la gabégie financière, la gabégie de notre production. Mais nous, on a fait 31 ans sans être payés. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Qu'est-ce qu'on nous payait? Revenu $1. Ce que nous payait, ça ne savait même pas acheter un seul savon. Aujourd'hui, les fonctionnaires indélicats reçoivent même de la chicotte. Et Lambert Sadiki tournera sans regret le dos aux mauvaises habitudes du temps de Mobutu. On sait aussi que tous les fonctionnaires de l'Ancien Régime étaient obligés de mettre de l'argent dans les poches, sinon ils ne pouvaient pas survivre. Est-ce que vous pouvez me dire tout à fait sincèrement quelle était la part d'argent de vos revenus qui était un salaire et quelle était la part qui en fait était le fruit, le résultat de combines? Sincèrement, puisque tout le monde était dans le même cas. Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui avait cette occasion-là d'attraper ces histoires de combines? Il fallait aussi qu'on vous donne l'occasion pour attraper ça. Ça n'est pas donné à tout le monde. Hein. Beaucoup de gens coupissent dans la misère. Moi, je suis aux impôts, ça fait 8 ans. Mais je n'ai pas de voiture, je n'ai rien, je n'ai pas de maison. Mais il y a de mes collègues, des gens qui sont venus après moi, 2 ans après, on les met dans le circuit directement, il a des maisons, il a des histoires. Incroyable. À voir le lieu où habite Lambert Sadiki, on comprend que 8 ans de carrière ne l'ont pas enrichi. Dans le quartier, comme dans presque tout Goma, il n'y a encore ni eau ni électricité. Mais ce qui préoccupe le plus notre fonctionnaire, sa femme et leurs 3 enfants, c'est cette disette qui n'en finit pas. Et pour le moment, vous dites que c'est très difficile pour votre famille. C'est très difficile. La vie est très difficile. C'est très pénible parce que un fonctionnaire dans un coin qui n'est pas tellement son coin, il ne peut vivre que de son revenu, de son salaire, son traitement. Et quand on n'en a pas, vous imaginez l'air. Qu'est-ce qu'il a mangé, votre petit garçon, aujourd'hui? Mon petit garçon, il a pris un peu de riz le matin. Et ça, j'ai trouvé ça, j'ai pris ça après, à crédit. C'est une collègue de l'office, hein, de notre service. Je ne sais pas comment je vais rembourser d'abord l'argent jusqu'ici. Mais j'ai pris parce que pourvu que d'abord les enfants subissent.
Donc on se débrouille tant bien que mal pour subsister et avec la bénédiction du Tout-Puissant Seigneur. Mais au jour le jour, Au vous ne savez jamais comment ce sera le lendemain. On n'a pas la planification. On ne sait pas ce qu'on peut faire demain, ce qu'on peut manger demain, ce qu'on peut être demain. On est toujours dans l'incertitude du lendemain. Quand on parle de la paix, de la guerre au Zaïre, la guerre n'est pas la guerre armée toujours. Les gens meurent, c'est ça, des milliers de gens. Les génocides existent depuis très longtemps. Les gens meurent, pas des génocides armés, mais des génocides, des manques de nourriture, manque de soins médicaux, beaucoup de gens qui meurent.